Bonjour à tous. Donc on va continuer sur la théorie qu'on avait commencé la fois passée. Donc on avait vu tous les constructeurs, donc personnalisés, de recopie et le constructeur par défaut. Euh, donc dans la suite, on va parler maintenant des listes d'initialisation. Alors une liste d'initialisation, c'est quoi? C'est quand vous avez un constructeur et uniquement pour un constructeur, on va pouvoir mettre une liste pour initialiser à la volée les attributs directement. Alors ça se présente comment? Parce que vous avez ça ici en dessous, qui est, si je donne un autre nom, par exemple un x ici, un y, c'est juste pour que ce soit plus lisible pour vous. Pardon, je vais retirer ça. Il est possible en C++ de venir mettre une liste d'initialisation en mettant deux points ici et en mettant je veux initialiser x avec, et là je peux lui mettre, voilà, je vais y arriver, oui, comme ça. En lui mettant une valeur par, enfin une expression. Et donc ici, par exemple, je vais y arriver, en mettant un x. Donc x doit prendre la valeur 1x. Y doit prendre la valeur 1y. Alors ça revient pour cet exemple-là exactement au même que ce qu'on faisait avant. Donc ceci est pratiquement équivalent à cela. Hop, donc ici, c'est pratiquement équivalent à... Yep. Et ceci. Donc clairement, je suppose que pour vous, c'est plus facile le deuxième que le premier. Donc ici, c'est un peu moins lisible. Ça existe, il faut le savoir. Donc on peut mettre des choses, on peut même mettre des expressions, c'est-à-dire plus 5 par exemple ici. On peut faire ça. Et donc, ça va initialiser les choses. Donc si on fait plus 5 ici, c'est exactement comme si on faisait plus 5 ici. Ça arrive au même. Ok. Euh, cette liste d'initialisation sera indispensable pour certains éléments. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Donc c'est un peu plus efficace car il y a moins de copies temporaires dans les accolades. En fait ici, quand vous rentrez, c'est un bloc. Okay, donc ici c'est un bloc et donc il fait une copie temporaire des objets qui pourraient être ici ou là des entiers. Et là en fait, si on le fait en dehors, il n'y a pas besoin de un x et un y ici et donc il n'y a pas besoin de faire copie temporaire. C'est plus vrai encore pour les objets. Quand vous savez qu'il y a des objets avec des constructeurs par recopie, parce qu'il y a des copies tout le temps dès qu'on a un objet et qu'on ne passe pas par référence, euh, on va donc ici avoir moins de recopies parce que ceci est exécuté avant de rentrer dans le bloc. Et donc, avant de rentrer dans le bloc, tout n'est pas encore exécuté, n'est pas encore initialisé ici. On va avoir un exemple après pour que ce soit plus clair. Donc il faut bien mettre deux points après un constructeur, et ça ne marche qu'avec un constructeur, sur la forme d'une liste séparée par des virgules. Tchouk, tchouk, tchouk. Alors il faut bien mettre le nom de l'attribut qu'on va assigner, des parenthèses, on est obligé de mettre des parenthèses, l'expression à exécuter, et le résultat sera mis dans la variable définie juste ici. Ok. Alors, ici c'est pas très utile, donc clairement ceci va être plus lisible, je pense, que ceci. Ça peut être utilisé si tout d'un coup, enfin, si vous trouvez que c'est mieux, vous le faites. Mais il y a un moment où ça va être indispensable. Alors quand est-ce que ça va être indispensable? Par exemple pour les constantes. Donc si on prend une constante, par exemple i, en disant que je veux initialiser une constante, ici, hop, je vais peut-être retirer ça. En C++, le principe c'est que tout ce qui est constante, référence, objet, qui a donc des références, donc constante, référence, objet, se créent, donc des objets automatiques, se créent avant de rentrer dans le bloc d'un constructeur. Donc avant de rentrer, il faut que la constante, les références et les objets soient initialisés complètement avant de rentrer. Et donc ici, si je ne mets rien, juste déjà comme ça, normalement il devrait râler, je pense. Je vais donner code. C'est possible qu'il râle pas. 0,5, 0,5, std égale C++11. Voilà. C'est possible qu'il râle pas s'il met une valeur par défaut. Imaginons que i est égal à 0.
mais je pense qu'il va râler. Voilà. Donc il râle. Pourquoi il râle ici? Il vous dit bah, il faut vraiment initialiser la constante i. Okay. Et donc, ici il faut déclarer. Si je mets ici tis i égale 8, ça ne va pas aller non plus. Pourquoi? Parce qu'il veut que cette constante soit définie avant de rentrer dans le bloc. Vous allez voir. Voilà. Il dit qu'on doit explicitement initialiser le constante i. Pourtant, je l'ai mis à l'intérieur. Ah non, c'est pas normal. Hop, j'avais pas enregistré. Donc normalement, ça devrait planter. Voilà. Donc il vous dit, je ne peux pas assigner un nom statique un membre i pardon, qui n'est pas statique et qui est const directement dans le tis. Okay. Et donc, comment il faut faire ça? Ben, il faut que ce soit initialisé avant. Et donc, on est obligé, quand on a une constante, de le mettre ici. Okay. J'espère que c'est clair. Yep. Donc, quand on a une constante, donc un attribut constant dans une classe, il faut absolument l'initialiser dans chaque, au moins dans... Enfin, il faut au moins initialiser, ça dépend des constructeurs, avant de rentrer dans le constructeur. Et donc, il faut passer par une liste d'initialisation. Si vous rentrez dans le bloc, il veut que, quand on arrive dans le bloc, ici, si on utilise i est déjà défini. Et donc, il faut l'initialiser avant de rentrer dans le bloc. Donc, initialiser les attributs constants, c'est indispensable. Autre chose, un autre point pour lequel c'est indispensable, c'est initialiser des attributs sans constructeur par défaut. Alors, imaginons qu'on ait une classe entier, voilà, classe entier. Alors, désolé, c'est parce que j'ai plusieurs claviers et j'ai oublié comment on faisait. Voilà. Et disons que maintenant je vais mettre voilà, valeur dedans ici, qu'importe. Je vais tout mettre en public, c'est pas très joli, mais c'est juste pour l'exemple. Et je vais mettre un constructeur, et là c'est là que c'est intéressant, avec une valeur. Remarquez que je peux maintenant écrire ça plus rapidement en disant valeur. Donc ici, il ne faut pas se tromper. Valeur, c'est quel est le champ que j'ai envie d'assigner, c'est valeur, avec la valeur. Et valeur, c'est quoi? C'est la variable locale qui est ici. Okay. Donc ça, c'est des choses qu'on voit assez souvent en C++. C'est ce truc-là. Donc XX, par exemple. Donc ici, j'ai mis 1x pour qu'on s'y retrouve un peu mieux, mais ceci, on peut le mettre. Donc valeur, ça devrait fonctionner assez bien. Okay. Ok. Donc ici, il ne faut pas oublier un point virgule. Hop, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Alors, où est-ce que je vais en venir? Ici, j'ai un entier. Imaginons que j'ai pas... j'ai mis des doubles. Bon, c'est pas grave. On va tout partir avec des entiers. Et je dis simplement que x et y sont des entiers. Et donc ici, je vais passer un x, je vais passer un y. Et ici, je vais devoir créer un entier. Ah là là, je vais y arriver. X plus 5, c'est peut-être pas très intéressant maintenant. Donc je vais devoir créer un entier. Le problème avec ça, c'est qu'en C++, en C, ceci n'existe pas. Donc on va pouvoir faire un new entier, mais créer un entier comme ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que, encore une fois, ça a à voir avec la liste d'initialisation. Avant de rentrer dans le constructeur ici, dans le bloc du constructeur, c'est ça qui est important, pardon, il faut que x et y, comme les constantes, soient initialisés. Oh. Et il me dit que ça marche. J'ai pas enregistré. Oh là là. Désolé, c'est parce que je suis à moitié sur Windows en ce moment et à moitié sur Mac et les raccourcis sont pas les mêmes. Je fais CTRL S au lieu de faire commande S. Voilà. Donc là, il vous met tout un bazar. Yep. Je sais pas si je peux le mettre plutôt à droite, si ça va fonctionner. Ouais. Donc voilà, il vous met tout un bazar. Il faut souvent regarder la première erreur qui arrive. C'est le plus facile. C'est souvent celle-là qui a le plus de sens. Voilà. Voilà.
si on revient ici, voilà, il dit le constructeur pour point, donc ici, point, doit explicitement initialiser le membre X qui n'a pas de constructeur par défaut. Donc ici, il vous dit simplement que X, avant de rentrer dedans, doit être initialisé. Sauf qu'il n'y a pas de constructeur par défaut, donc il ne peut pas en créer un pour vous. Ok. Donc comment on fait ça? Mais simplement ici, encore une fois, on va devoir passer par une liste d'initialisation. Ok. Yep. En disant, bah, en fait, celui-là, c'est un entier. Donc je vais le créer. Ah là, les raccourcis sont beaux. Un X et un Y. Je vais peut-être retirer ça. Je vais remettre en bas. Comment on fait? Voilà. Hop. Et un entier. Yep. Un Y. Voilà. Donc là, j'initialise, donc il ne faut plus mettre ça. Je vais initialiser directement avant de rentrer dans le bloc. Je vais lui donner une valeur en disant j'ai besoin que le X soit un entier et je lui passe en paramètre le 1X. Okay. Et donc là, je vais avoir d'autres problèmes. Donc ici, hop, je vais renvoyer valeur. Est-ce que je renvoie un double? Pardon, c'est un point valeur parce que c'est un objet automatique. Point valeur. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y a encore ici? Voilà. Point valeur. Je vais peut-être le recopier partout, ce serait plus facile. Voilà. Voilà. Hop, je vais peut-être faire ça. Voilà. Et donc en faisant ça, normalement, si je ne me suis pas planté, ça devrait fonctionner. Donc quand on a des objets avec un constructeur par défaut, sans constructeur par défaut, pardon, on est obligé de l'initialiser ici. Ce qui veut dire que si on a un constructeur par défaut, donc par exemple ici je mets entier, hop, et par défaut la valeur, hop, je vais y arriver, hop, donc 10 valeurs, hop, je sais pas pourquoi je mets toujours, je crois que c'est parce que j'ai l'habitude d'écrire value, la valeur est de 5 par exemple, voilà. Donc si je fais ça, je pourrais très bien maintenant retirer ça. Donc ici ça fonctionne, hein, donc je peux vous montrer que ça fonctionne avant de tout changer. Tchouk. Donc ça n'a rien fait, en fait ça a juste créé un point, ça a fonctionné. Ici, si on a un constructeur par défaut, on peut très bien venir écrire ça, mais il faut bien comprendre ce que ça fait parce que ça ne fait pas exactement ce qu'on pense. Si j'écris ceci, hop, tiens, hop. Un X, voilà, et 10, Y égale entier, hop, 1 Y. Donc là on pense que ça fait la même chose, mais pas exactement. Si on met des affichages, ici, en disant, hop, je ne sais même pas si j'ai inclus, ici, déjà il y a tout ce qu'il faut. Je vais mettre constructeur par défaut. Voilà. Et là, je vais mettre constructeur avec un paramètre. Voilà. Hop. Alors si on est en C#,
Ici, quand on crée un point, on voit qu'on passe 1, 1, on vient ici, on passe 1, 1, on vient là, on va créer un entier qu'on met dans X et créer un entier qu'on met à Y. Donc normalement, on devrait avoir uniquement constructeur avec un paramètre qui est affiché deux fois, vu que j'en crée deux fois. Alors si je ne dis pas de bêtises, ici en C++, on devrait d'abord voir deux fois constructeur par défaut et puis constructeur avec un paramètre. On va voir. Voilà, constructeur par défaut, constructeur par défaut, constructeur. Alors là, il faut bien comprendre ça parce qu'on peut avoir des gros problèmes de gestion de mémoire à cause de ça en C++. Qu'est-ce qui se passe? Donc je vous ai dit, avant de rentrer dans le bloc, tous les objets, donc entier ici, sont deux attributs de type objet, et ici c'est le même un entier, ok. Il faut qu'il soit initialisé, c'est-à-dire que ici, je dois pouvoir écrire genre valeur et l'afficher. Forcément. Donc en C, pardon, c'est ça. Donc ici, je dois pouvoir écrire ça directement, vu que ce sont des objets. Ça doit être initialisé. Okay, ils doivent avoir une valeur dedans, parce que je ne peux pas les créer après. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Simplement ici, vu que je ne lui donne pas de liste d'initialisation, il dit X doit être un entier. Ici, j'ai un constructeur par défaut, je vais appeler simplement le constructeur par défaut et créer un objet pour X, créer un objet pour Y avant de rentrer dans le bloc. Ok. Comme ça, tout est initialisé, le X et le Y. Une fois que ça c'est fait, je vais écrire ça. Alors ça, contrairement à ce qu'on pense, ça ne va pas créer un entier et le mettre dans X. Ce que ça fait, c'est que ça crée un entier, un X, et ça le recopie dans l'objet qui est contenu, qui est créé déjà pour X. C'est-à-dire qu'on a créé ça, et je suis en train de modifier ceci via ceci. Donc en fait, ça c'est l'opérateur d'assignation qui vient copier bit à bit le entier 1x dans un entier sans paramètre de x. Il a copié bit à bit les choses. Donc là, je n'ai pas juste créé un objet, là il y a 4 objets, enfin pas 2 objets, mais il y a bien 4 objets qui ont été créés. Et si j'ai pas envie d'avoir ça, je dois passer par ici en disant, avant de rentrer dedans, il faut que tu me crées, hop, entier 1x, etc. Voilà. Donc en faisant ça, là il se dit, ok, j'ai pas besoin de créer automatiquement moi un x et un y, vu que tu me les proposes, là maintenant, si je fais ça, pas besoin d'avoir un constructeur par défaut, j'ai mes objets créés et ils sont bien initialisés avant de rentrer dans le bloc, et donc ça fonctionne. Alors j'avoue que c'est un peu barbare, parce qu'il faut bien comprendre pourquoi il faut rentrer dans le bloc, pas dans le bloc, etc. Mais en fait c'est assez, voilà, un constructeur avec un paramètre, il n'y a plus de constructeur par défaut. C'est assez logique, parce qu'en fait quand il rentre dans un bloc, il doit avoir initialisé toutes les variables pour le mettre sur le stack. Et sur le stack, on ne va pas arriver sur quelque chose de vide, et je ne peux pas vraiment le créer non plus après. Donc x et y, pour les objets, si c'était un pointeur, je pourrais faire un new entier, et là remplacer la valeur. Mais pour ici, il faut qu'il y ait un objet qui soit créé, parce que je ne peux pas recréer un objet de type objet. Donc pour une variable de type objet, je ne peux pas recréer. Je dois avoir un emplacement dans lequel je peux recopier les choses, mais je ne peux pas changer les choses. Ça c'est en C++. Ok, donc j'espère que c'est clair. Et c'est pour ça, donc si on n'a pas de constructeur par défaut, c'est pour ça que, comment on fait ici? Hop, comme ça, ouais. Quand on n'a pas de constructeur par défaut, on est obligé de passer par une initialisation, parce que lui dit, avant de rentrer dans le bloc, x et y doivent être créés, je dois avoir des objets automatiques même, que je vais créer quand le point va être créé, un point va être créé entier, x et y doivent être créés, et je vais les supprimer quand le point est supprimé. Tout ça est automatique. Mais je ne sais pas les créer vu que je n'ai pas de constructeur par défaut. Et donc, donnez-moi. Ok, c'est pour ça qu'il râle autant quand on ne met pas ces choses-là ici. Hop. Donc c'est un point particulier à bien comprendre en C++. Ici, il va râler parce qu'il n'arrive pas à initialiser x et y de type entier dans un point quand il y a un créa. Voilà. C'est exactement ce qu'il vous dit ici. Il faut avoir donc il faut explicitement initialiser y et x juste avant, il y a une autre erreur, parce qu'il n'y a pas de constructeur par défaut. Donc quand vous voyez cette erreur, il faut penser à, liste d'initialisation. Ok. Alors il y a encore
deux autres cas, pour l'utilisation des listes d'initialisation, ce sont les références et la délégation de constructeurs. Donc, première chose, les références. Les références, comme en... Hop, comment on fait encore ici? Ici, voilà. Si je dis que j'ai une référence vers un entier, je vais peut-être mettre ça, ref, voilà. Avant de rentrer dans le bloc, il faut que les références, donc les constantes, les références et les objets doivent avoir une valeur, parce que je ne peux pas changer ces choses après. Je ne pourrai plus les changer. Et donc, quand je rentre dans le bloc, tout ça doit être initialisé. Si je ne référence pas ça ici, donc là, il devrait râler maintenant pour la référence en disant la référence n'a aucune valeur, il faut que tu me donnes une valeur directement dans la liste d'initialisation. Donc si vous mettez une référence ici, vous devez absolument, voilà, il vous dit, loc. Donc le constructeur point doit explicitement initialiser la référence ref. Alors comment on fait ça? Il faut une référence et il faut lui donner un objet. Donc ici j'en ai pas vraiment. Je peux créer un entier, donc ça c'est juste pour l'exemple, mais 5 par exemple. J'espère que ça va fonctionner, je suis même pas sûr. Je me demande s'il faut pas, je pense que oui, mais non en fait. Ah, j'ai oublié d'enregistrer. Donc je dois lui donner vraiment une référence en paramètre. Imaginons que maintenant donc j'extrapole le truc. Mais ici j'ai un entier. Ouais, c'est ça. Donc ici le problème c'est que ça c'est une variable locale et donc elle va être supprimée après et il veut une référence qui dure dans le temps. Et donc il dit ici, je ne peux pas avoir un type temporaire. Ok. Alors comment on va faire? Simplement il faut une référence. La référence c'est quoi? Hop, je vais lui passer une référence en entier. Bref ici, entier. Et alors ça marche. Ah, voilà. Et donc là je vais lui passer la référence, simplement dire recopie cette référence ici. Maintenant, je dois lui passer ça en paramètre. Comment je fais? Simplement, ici, je crée un entier. Yep. Je ne sais pas non plus si ça va marcher comme ça, parce que, encore une fois, c'est une variable temporaire qui n'est pas stockée dans une variable. Et si elle n'est pas stockée dans une variable, c'est possible qu'il l'oublie assez rapidement. Voilà, ici, candidat de constructeur. Voilà. Voilà, il attend vraiment une variable en fait ici. Donc comment on va faire? Il y a deux manières de faire. Enfin, il n'y a qu'une seule manière parce que l'autre est trop compliqué. Mais imaginons que je fasse un entier i avec la valeur 5 et je vais passer cet entier simplement ici. Donc là ça va fonctionner. Si je veux lui passer une référence, donc P1 est un point qui va prendre en paramètre deux entiers et une référence vers un entier. Une référence, donc c'est bien un autre nom, si vous voulez, ici. Et je vais initialiser ref entier en disant, en fait, la référence, c'est pas une copie, mais c'est bien une référence qui est donnée ici, qui est liée à i maintenant. Donc, ref entier est égal à i, c'est un autre nom pour i. Ok. Et donc, si je change ici, ref entier point valeur est égal à 8 par exemple, et que je viens afficher cout i.valeur, si je fais ceci, normalement, vu que c'est une référence et pas une copie, et bien simplement j'aurais changé aussi i, et donc la valeur sera égale à 8 pour ceci. Yep. Voilà, je ne sais pas pourquoi il ne répond pas, mais il devrait répondre un jour. Quand tu veux voir. Wow. Je ne sais pas du tout pourquoi il ne répond pas. Attends, j'ai rien fait de même. Ah.
Bon, on va dire que ça fonctionne. Hein. Je ne sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Je vais continuer à référencier. Attendez. Si je suis pas obligé de mettre référencier, mais je vais juste mettre ça. Je vais couper mon Dropbox. Il a l'air de ramer à fond. Ok. Yep. Alors. Bon, oui, il n'a pas envie de travailler. Il n'a plus envie. Pourtant, je fais rien d'incroyable ici, donc ça devrait fonctionner. Je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Valeur. Il y a peut-être un bug dans la matrice. Je sais pas exactement. Bon, faudrait que je regarde ça. J'espère au moins que vous avez compris l'idée. Donc là, on peut passer une référence vers un entier. La référence est recopiée dans la référence ici. Elle est bien initialisée et je le mets ici. Ok. Donc voilà. En fait, valeur 8. Ouais. Donc ça, c'est bon. Je regarde. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Enfin, pourquoi ça boucle alors qu'il n'y a aucune boucle. Ok, je vais quand même recompiler une dernière fois et exécuter. C'est bon. Bref, ouais. Et il affiche rien, donc il passe même pas par un constructeur. Il n'y a pas de recopie ici, ni rien. Et bien, c'est une bonne question. Il faudrait que je regarde un peu plus loin. Donc, l'initialisation, obligé pour les attributs constants, obligé pour les constructeurs, pour les attributs dont objet, qui n'ont pas de constructeur par défaut. Ok. Indispensable pour les références. Donc, si vous avez des références, normalement ça fonctionne, je vois pourquoi ça ne marche pas ici. Mais vous devez aussi passer directement les références via la liste d'initialisation. Et finalement, vous avez la délégation de constructeurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un truc hyper pratique. Je vais retirer ça, vu que ça marche moyennement, je regarderai plus tard. La délégation de constructeur, imaginons qu'on ait un point qu'on peut avoir sans paramètres. Et sans paramètres, on va dire, banalement, ça peut être un point avec un 1, par exemple, ou 0, 0, c'est peut-être le mieux. Bah ici, au lieu de dire x0, y0 par exemple, hein, donc en clair, je suis en train de mettre 0 dans x, dans y, et je ne dois pas oublier, je peux retirer la référence aussi ici, je ne dois pas oublier qu'il y a une constante aussi, donc je dois mettre une valeur pour i, je vais mettre 8. Au lieu de faire ça, je pourrais simplement dire point, je vais simplement appeler, à partir de celui-là, il faut appeler l'autre constructeur pour initialiser correctement les choses en passant 0, 0. Ce qu'on appelle la délégation de constructeur. On fait quelque chose avant de faire ce constructeur, on va déléguer à un autre constructeur la construction. Et donc ici, on peut mettre le nom du constructeur qu'on veut appeler. Donc forcément, c'est toujours le même nom que la classe, mais vous mettez les paramètres en disant j'ai envie, avant de rentrer dans le bloc, que tu initialises le point courant, TIS, en appelant les choses ici. Alors ça permet de écrire qu'une seule fois le code. Okay. Donc ici, avec deux paramètres, je l'écris bien. Quand il n'y a pas de paramètres, je délègue en disant va d'abord appeler ceci, il va bientôt initialiser, la constante aussi, et puis je viens ici et je peux commencer à faire des choses. Okay. Et donc je peux faire un cout, constructeur par défaut par exemple, constructeur par défaut, hop, 2 points. Avec un P majuscule, c'est encore mieux. Voilà. Et donc, si je fais ça, alors je vais retirer ceci, je vais retirer ça, et je vais créer un
constructeur par défaut. Hop, point 2, voilà. Et je vais afficher aussi, hop, constructeur, point, hop, un x, virgule, un y. Et donc là, si je compile, si je fais pas de bêtises, ça devrait marcher, si j'ai pas oublié quelque chose quelque part. Oui, je me suis fait avoir. Donc en C++, quand on n'a pas de constructeur, quand on n'a pas de paramètres pour créer un objet automatique, il ne faut pas mettre de parenthèses, sinon il prend ça pour une fonction. Et donc là, il vous dit, les parenthèses sont interprétées comme une fonction, ce serait mieux de supprimer les parenthèses si tu veux déclarer une variable. Merci, c'est bien ça que je voulais faire. Donc en faisant ça, on voit bien qu'on a, quand on a créé le point, donc le constructeur par défaut, qu'est-ce qu'il a fait? Donc constructeur par défaut c'est 0, 0. La première chose qu'il a fait, il est venu ici. Il a dit, ah, avant d'entrer dans le bloc, tu vas aller appeler ça. Il est venu ici, il a initialisé correctement les variables et puis il a affiché constructeur de point 0, 0. Il a fini avec ce constructeur là, il revient ici, il peut rentrer dans le bloc et là il affiche constructeur par défaut de point. Ok, donc j'espère que c'est clair pour vous. Et alors vous avez constructeur avec un paramètre, ça c'est les paramètres, les entiers en fait qu'on a créés ici. Okay. Donc la délégation de constructeur, donc il y a un autre exemple ici, je peux agrandir peut-être un peu. On a un constructeur par défaut. Ici on a un constructeur avec un seul paramètre, et donc constructeur avec le paramètre i, et qui va appeler le constructeur sans paramètre. Et donc souvent on écrit quand même dans l'autre sens, en fait j'aurais dû peut-être mettre ça dans l'autre sens, qu'importe, ça dépend ce que vous faites. Et donc ici, avec deux paramètres, je vais appeler le constructeur avec un seul paramètre, qui va lui-même appeler le constructeur sans paramètre. Donc si j'appelle celui-ci, il va d'abord exécuter poum, poum, celui-là, puis celui-là, et puis celui-là. Ok? Donc ça, c'est la délégation constructeur, c'est très bien pour la réutilisation de constructeurs. Voilà. Alors, pour la suite, on a aussi un principe qui est en C++, qui sont les méthodes constantes. Alors, méthode constante, c'est quoi? Simplement, c'est des méthodes, on revient ici, des méthodes où on va mettre le mot-clé const ensuite. Alors, const, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet courant ne peut pas être changé, donc tist ne peut pas être modifié. Donc en mettant const après la définition d'une méthode, ok, donc ici après la signature d'une méthode même, avant les accolades, on va dire que cette méthode ne peut pas modifier l'objet tist, uniquement l'objet tist. Donc si je fais tist, donc là je suis encore dans une classe point où il y a un x et un y qui sont des entiers doubles. Hop, je sais pas pourquoi j'ai mis des... Hop, on va faire ça. C'est quand même plus cohérent. Double. Voilà. J'ai un constructeur à 2, 1 point. Je pourrais faire la délégation d'ailleurs. Donc ici par exemple, vu qu'on vient de voir la délégation, rien ne m'empêche de faire ceci. Donc là, au lieu d'écrire ça, je délègue à ce constructeur-là la création avec ZZ. Et je ne dois pas faire d'autre chose. Ici, j'ai un constructeur par recopie, etc. Alors le const, ici, donc va m'empêcher de faire ça. Donc si j'écris ceci, donc x est égal à 6, en fait là il va pas être content du tout. Donc ici c'est les mêmes choses qu'avant. Je vais peut-être simplement retirer tout ça. Là j'affiche. Ok. Et là on va reparler des consts qui est ici après. Hop, je vais enlever ça après. Voilà. C++, c'est le 06, constante, info 06. Hop, constante, info, std, et C++, 11.
Donc là, il devrait aller simplement parce que dans une méthode constante, que j'appelle ici, normalement, le P1 ne peut pas être modifié. Or, j'essaie de le modifier, et donc, il devrait râler. Ça, c'est l'idée. On va voir pourquoi c'est intéressant d'avoir ça. Donc ici, on a clairement, voilà, il dit tis égale 6, le égal va faire une assignation. Pourtant, tu as dit que c'était une constante. Donc c'est vraiment ça. Par contre, ici, rien n'empêche de faire un p.y est égal à 6. Donc en faisant ça, donc ça je ne peux pas le faire sur tis. Ici, je n'ai pas dit que point était constant, il n'y a pas de const là-dessus. La méthode est constante pour le tis, mais pas pour les autres objets. Et donc ici, je peux très bien changer, donc ça ne veut pas dire que je peux faire aucune assignation dans le dist, c'est simplement que je ne peux pas changer le tis. Ok. Donc c'est pas que je ne peux pas faire aucune assignation, je me suis mal exprimé, aucune assignation dans la méthode, ici, mais je peux faire aucune assignation sur le tis. Donc ici, vous voyez, ça marche très bien, je change le y, ça marche très bien. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle des méthodes constantes. Alors remarquez aussi quelque chose, c'est que si jamais je veux appeler une méthode dessus, par exemple ici je fais un getX, ici, donc le getX, clairement, ça fait que retourner un x. Bah ici, il va râler aussi. Donc si je fais ça, il va râler simplement parce que, voilà, il dit je suis dans une méthode constante. Tis ne peut pas être modifié, pourtant, sur tis, tu appelles une méthode qui n'est pas constante. Et donc là-dedans, vu qu'elle n'est pas constante, rien ne m'empêcherait de faire tis x est égal à 5. Je pourrais très bien le faire. Évidemment, c'est un getter, on ne fait pas ça ici, mais je pourrais le faire. Et donc la règle, c'est quoi? C'est que dans une méthode constante, toutes les méthodes appelées sur tis doivent être elles-mêmes constantes. Donc ici, si j'ai envie que ça fonctionne, je dois mettre un const ici. Et donc une méthode constante ne peut appeler sur tis que des méthodes constantes aussi. Ok? Alors pourquoi c'est intéressant ce truc-là? Parce que ça s'applique aussi aux paramètres constants. Donc, par exemple ici, vous voyez que j'ai une référence constante. Donc ça c'est le constructeur par recopie. Et je passe en paramètre le point qui doit être recopié dans l'objet courant. Tis x égale à py. Vous voyez que c'est une référence constante. Ça veut dire que p ne peut pas être modifié. Et donc ici on a le même principe que tis qui ne peut pas être modifié. Donc ici si j'appelle... donc j'ai inversé les deux ici, on met getX. Et là je fais getY. Bah encore une fois, vu que c'est une référence constante, P doit être constant. Appeler une méthode getX qui est constante, ça fonctionne. Par contre, getY ici, il va vraiment pas être content. Okay. Donc si je compile ça, normalement il devrait aller ici en me disant tu as une référence constante, c'est donc un objet constant, je ne peux pas appeler de méthode non constante dessus. Donc ça, vous voyez qu'il n'y a que le getY qui pose un problème en disant cette fonction n'est pas marquée comme const et pourtant on a un const point et ça c'est pas bon. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour cette partie-là. Et alors vous avez aussi, donc c'est très bien de mettre des consts en fait, hein. C'est vraiment pour dire je veux créer un objet, un nouvel objet, donc le tis ici je suis en train de le créer à partir d'un autre point et je veux être sûr que ce point je ne le modifie pas, c'est pas parce que je suis en train de le recopier que je dois le modifier. Et donc là on met vraiment le const pour être tranquille. Et comme ça tout est vérifié. Vous avez, donc ici j'ai mis des getX, des getY, etc. pour montrer que si on ne met pas de const, ça fonctionne, enfin il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Ici vous avez hop, un exemple aussi où je crée un point constant dans le main. Donc ici, hop, maintenant je n'appelle plus le getY. Donc j'ai un point constant, et si je veux faire getX, évidemment ça va fonctionner. Parce que maintenant getX est constant. Donc ça fonctionne. Si je retire le const, ici, ça ne fonctionnera plus. Ok? Donc normalement ça devrait compiler. Voilà, ça a compilé. Par contre, si je retire le const, ça ne fonctionne plus. Et si j'essaie de modifier aussi le point 3 directement,
en me disant que c'est égal à P1, mais ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas modifier P3. Voilà, il dit que c'est constant et pourtant j'essaye d'assigner P1 dans P3, c'est-à-dire essayer de modifier P3 en copiant P1 dans lui-même. Ok. J'espère que c'est clair. Donc, le const à la fin permet d'avoir donc des méthodes constantes. Et ces méthodes constantes permettent que le tist ne soit pas modifié. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on peut très bien aussi avoir des références constantes. Donc, par exemple, ici, ce serait intéressant de mettre un const ici. Et même une référente constante, une référence constante, je vais y arriver, une référente constante vers le point en disant ne fais pas de copie, ça c'est la référence. Donc, je pourrais très bien mettre ça. Ça veut dire deux choses différentes. Ici, c'est le const pour dire ne modifie pas. Donc, ça n'a pas. C'est pas possible de le faire, on ne va pas pouvoir le faire, ça on va l'oublier. Et ici, je vais mettre une référence pour dire ne fais pas de copie. Donc quand je l'appelle ici, ne copie pas P2 dans P. Mais P est égal à P2, c'est-à-dire que c'est la même variable. Donc voilà, donc il y a une vérification qui va être faite aussi. Donc si je laisse ceci, je vais retirer l'erreur qu'on a ici. Finalement, il devra avoir une exception ici en disant P maintenant ne peut pas être modifié puisque c'est une référence constante. Et pareil, pour les appels sur P, maintenant il va vérifier que tous les appels sur P sont des méthodes constantes. Ok. Donc ici, si j'appelle getX sur P, il n'y a aucun problème. Par contre, si j'appelle getY, il va y avoir un problème. Voilà. Et donc getY, si j'enregistre, voilà, et je compile ça. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. Donc ça ne fonctionne pas parce qu'il vous dit que c'est une référence constante et que j'appelle quelque chose qui n'est pas constant. Ok. Donc j'espère que c'est clair pour vous, parce que c'est fort utilisé ce truc-là, et on l'utilisera assez fort. Donc une méthode constante, la modification de tist est alors interdite, modification impossible d'un attribut, donc tist non est égal à appliquer, ça ne peut pas compliquer, dès que c'est constant. Appel impossible d'une fonction non constante sur tist, c'est ce que je viens de dire, donc si on est dans getNon qui est constante, cette non qui va modifier, qui n'est pas constante, ne va pas compiler. Souvent utilisé pour les getters en fait, hein, donc ici clairement très souvent on met des consts un peu partout. Simplement pour dire, c'est un getter, ça n'a aucun intérêt de pouvoir le modifier. Et par contre, quand j'ai un constant, par exemple une référente constante, je peux appeler les getters dessus. Donc là, les fonctions membres constantes, c'est un objet const, on peut appeler que des fonctions const dessus, que ce soit un paramètre, comme ici, que ce soit une référence constante ou un objet constant. On a ça, ou alors un objet directement déclaré comme ça. Ok. Voilà. Alors ensuite, on va regarder les inclusions de fichiers. Donc pour les inclusions de fichiers, c'est quoi? C'est avec les includes. Donc l'idée c'est quoi? On va peut-être partir là-dessus. Peut-être même mettre ça en rond. Voilà. Les inclusions de fichiers. Alors, souvent les déclarations vont être séparées des définitions. Donc on va déclarer les fichiers, on va déclarer les classes, etc. dans des HPP ou des points H. Et la définition va être dans les CPP. Alors ça va permettre entre autres d'éviter les problèmes liés à l'ordre des déclarations et liés aux inclusions multiples de fichiers. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser dans le point H que la déclaration des classes, des méthodes, etc. Voilà, bien la déclaration. Et toute la définition des classes se retrouvera dans les CPP. On va inclure que les points HPP. Alors pourquoi on fait ça? Simplement pour dire la classe va exister plus tard, quand on aura le CPP, quand on va compiler, je vais te la donner. Implémentation des fonctions membres à l'aide de l'opérateur de résolution de portée, ça on va essayer de comprendre. Donc si je prends la classe point qu'on avait tout à l'heure, je vais essayer de la séparer en deux. Première partie qui est ici, donc à gauche, la classe point, je vais mettre les attributs et je vais mettre toutes les déclarations de fonctions. Donc par exemple ici, j'ai donc un constructeur qui prend deux paramètres. J'ai mon getX qui est constant, getY qui est constant, mais je ne mets pas la définition des classes. Double dist.p constant. Donc tout ça, je le mets, hop,
dans un point HPP, ce qui me permet d'avoir ce qu'on appelle le header. De l'autre côté, je vais avoir un point CPP qui va définir les choses ici. Alors comment on fait pour définir? C'est aussi toujours C++, donc toujours un peu complexe. On va mettre un include.hpp pour dire j'ai besoin de ça pour déclarer les différentes choses. Et donc je dépends de HPP, qui est donc bien le fichier qui est ici. Et je vais commencer à définir les choses. Alors, on les définit une par une, dans l'ordre qu'on veut. Donc ici, j'ai mis le même ordre, mais on pourrait très bien avoir getX et getY avant. Simplement, tout doit être défini après. Donc ici, même si j'utilise getX ici, c'est pas grave parce qu'en fait, il sait que getX va être créé à un moment. Et donc, il vérifie que un point, par exemple tis, a une méthode getX dans le header. Donc en fait, le header ici lui permet de voir, de valider si on peut appeler ou pas une méthode. Ok. Ici, comment on fait ensuite pour définir les choses? Prenons le getX, c'est peut-être le plus simple. Le getX, ça renvoie un double, c'est une constante, donc en clair, on remet la signature qui est ici. Et on va utiliser l'opérateur de portée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais ça permettait de dire globalement, il y a un x par exemple, ou un i ou un j, donc il y a une variable globale que je vais utiliser, alors que j'ai une variable locale qui a le même nom. Mais ici, cet opérateur de résolution de portée, on va le réutiliser pour dire, en fait, dans la classe point, il y a getX, et j'ai envie de le redéfinir. Et donc, si je ne mettais pas ça, je définissais seulement une fonction dans le scope global qui s'appelle getX qui renvoie un double. Ici, c'est pas ça, c'est dire, j'ai une méthode dans point que je vais définir maintenant qui s'appelle getX. Évidemment, je peux la définir qu'une seule fois. Pareil pour getY, 10 points, vous voyez que le code est exactement pareil, sauf qu'on a séparé en deux les choses. Alors le constructeur, lui ne renvoie rien. Je mets bien point, de point, de point, point. Donc il y a bien les deux points, résolution de portée, le nom de la classe et le nom du constructeur ici, les paramètres et ce qu'on fait dans le constructeur. Donc tous les fichiers, on va les séparer comme ça. Donc dès qu'on fait des classes, un point HPP, un point CPP. Dans votre projet, c'est pareil. Pour le main, comment ça fonctionne? On inclut toujours que les HPP. Donc on inclut toujours que les HPP. Ne commencez pas à inclure des CPP. Ça ne marche pas. Il ne faut surtout pas faire ça. Donc toujours les headers pour dire voilà à quoi va ressembler la classe. Qu'importe ce qu'il y a derrière getX, ça c'est à la compilation, mais c'est à la compilation, tout est à la compilation, mais ici j'ai juste besoin de HPP. En faisant ça, ça va fonctionner, donc je peux utiliser tout à fait normalement ma classe. Donc on va regarder un peu ce que ça donne dans le code, ici. Donc j'ai séparé ça ici, donc j'ai 7, 7, 7, ok. Donc là j'ai le HPP, yep, qui est ici. J'ai le CPP, qui n'est pas tout à fait dans le même ordre, vous voyez, il y a getX, etc. J'ai réinclus math et j'ai dû inclure évidemment mon fichier. Moi, ça commence par un 7, maintenant 7.hpp, donc j'ai dû mettre exactement le nom. Et alors, on a des guillemets simples. Les guillemets simples permettent de dire, ça je ne l'ai pas dit, qu'on est dans le même répertoire. Donc, si c'était par exemple dans un sous-répertoire, je ne sais pas, il y a marqué jeu de dames, par exemple, je pourrais faire ceci, Je pourrais faire ceci en disant à partir du dossier courant, là où je compile, là où est le fichier plutôt, il va le chercher. C'est pas là où je compile, c'est là où le fichier est défini, va dans le sous-dossier jeu de dames et dedans tu as un 7 points. Si on fait ça, c'est dans le même dossier que 07.cpp, va chercher ça. Quand on met des chevrons comme ça, des doubles chevrons, enfin juste un chevron ouvrant et fermant, c'est pour dire que c'est dans la librairie standard. Va chercher dans le pass de la librairie standard, va chercher ces maths. C'est pas ici qu'il est, mais c'est bien dans la librairie standard, c'est-à-dire dans les fichiers de Windows ou de Mac, de Mac OS X. Pour le main, c'est la même chose. IOStream, vous voyez que c'est pas moi qui l'ai défini, c'est quelque chose qu'on prend dans la librairie standard, donc on va mettre des chevrons. Par contre, je vais intégrer mon 07-.hpp. Et puis je peux l'utiliser tout à fait normalement. Alors pour compiler, c'est un petit peu différent maintenant. Alors comment on fait? C'est pas très compliqué, il faut mettre en entrée, comme on l'a toujours fait, les CPP. Et donc on a fait main.cpp, et il faut donner tous les CPP importants pour le code. Et donc moi, ici, j'ai besoin aussi donc, de main.cpp, dans lequel il y a le main, et de .cpp,
qui va être défini. Je ne mets pas les points H. Donc j'inclus les points H dans les fichiers, je n'inclus pas les CPP dans les fichiers, je ne compile pas les points H, je compile que les CPP. Donc retenez cette règle-là, on compile des CPP et on inclut des HPP, toujours. Et là je donne un nom, alors c'est pas, ouais, ici je me suis un peu trompé, c'est 07 main, et ici c'est 07 cpp-o, 07 main.o. Oh, j'ai oublié de mettre le standard, toujours le mettre, c'est mieux. Ok, donc ça a compilé. Si vous ne mettez pas le CPP, on va avoir un problème évidemment. On va avoir un problème parce qu'il va dire bah, je ne retrouve pas la définition des classes, de la classe point. Donc voilà, il vous dit vous avez un problème de linker. Le linker c'est quoi? Il a réussi à compiler une partie, il dit ok, je vois que dans le HPP il y a des points, je vois qu'il y a un constructeur, je vois qu'il y a un getX, donc ça en fait ça passe. Mais par contre quand j'ai besoin de lier le getX à une adresse mémoire où il y a la fonction, bah, je ne trouve pas la fonction. En clair, où est-ce que tu as défini? Je ne la vois pas. Donc c'est ce qu'il vous dit ici. Donc c'est un peu barbare, encore une fois, c'est le linker. Il dit qu'il y a des symboles qui ne sont pas définis. Ok, donc ça, par exemple, ces constructeurs ici, double, était référencé dans ici, mais il n'est pas défini dans le point O. Donc vous devez mettre tous les CPP, vous les prenez et vous exportez, enfin, vous demandez d'avoir un output ici. Ok, et donc là, ça fonctionne comme avant, sauf qu'on a de bons fichiers bien séparés. Ok. Alors, hop. Ça se complique parce qu'on est en C++ et donc toujours tout se complique. Alors il y a la séparation de déclaration de définition. Ah oui, donc il y a les inline. Un truc important à comprendre, c'est que si vous voulez mettre des choses inline, donc des méthodes inline, vous pouvez très bien faire, ça ne pose aucun problème. Sauf que, hop, donc voilà, inline. Donc ici on a un point. Si vous mettez des méthodes inline, c'est exactement pareil que quand on mettait des fonctions inline, sauf qu'ici on est dans un objet. Donc s'il peut remplacer le getX à chaque fois qu'on l'appelle par juste .x en disant ok j'ai vérifié, en fait c'est public le getX, mais pour gagner du temps on va mettre juste un getX, vous pouvez mettre un inline. Par contre, et je ne sais pas vraiment pourquoi, je suppose que c'est dans la phase de compilation, vous devez absolument, donc dans le point H, mettre inline ici et définir les méthodes dans le point H. Donc soit en dessous, soit directement ici. Donc vous pouvez aussi le mettre ici. Ça ne change rien, vous pouvez toujours le faire. Hein. Je ne l'ai pas montré, mais vous pouvez toujours faire retourne X ici. Ça marche aussi. Hein. Ok. Donc là, je vais peut-être mettre les deux. Ça vous verrez là. Les deux sont possibles. Donc soit vous avez un getX ici constant et donc vous devez le définir après. Donc vous avez juste mis un point virgule, vous avez mis la signature, la déclaration en fait ici, mais pas la définition. Donc vous la définissez. Là ici on déclare et on définit en même temps. Ce qui est important, c'est que les méthodes inline, pour que ça fonctionne, donc le compilateur ne va pas vous engueuler si vous le mettez dans le CPP. Mais simplement, il ne va pas le faire, il ne va jamais mettre inline. Il va dire ok, tu as mis inline, mais je ne la trouve pas, donc il ne le fait pas. Vous devez absolument le mettre dans le HPP. C'est comme ça. Dans le CPP, on aura tout le reste. Donc par exemple, ici, ceci n'est pas inline et ceci non plus. Donc, on peut le mettre dans le CPP. Ça, c'est le inline. Okay. Donc, les méthodes inline doivent être implémentées dans le même fichier que la déclaration dans le HPP. Alors, c'est là où ça se complique, c'est là où je voulais en arriver, c'est les inclusions circulaires, ce qu'on a en fait absolument tout le temps en C++. Parfois, on a des inclusions circulaires de classes sont nécessaires. Exemple, ici un département qui est dirigé par un manager et un manager qui dirige un département. Donc on va avoir une classe département, une classe manager. Dans le manager, il y a un département, donc j'ai besoin d'inclure la classe département. Et dans manager, je vais inclure la classe département. Okay. Donc dans département, pardon, je vais inclure la classe manager. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand il y a une inclusion,
En fait, hop, donc on va prendre peut-être le truc le plus simple. Une inclusion, en fait ça se fait, pardon, je vais refaire ça. L'inclusion se fait vraiment de manière très séquentielle. C'est-à-dire que quand il va ouvrir votre fichier, il tombe sur un include, il dit ok, je vais d'abord inclure le fichier. Donc il va aller de l'autre côté, et puis là-bas il va marquer oh, je dois inclure l'autre fichier, puis il va revenir sur le premier. Donc en fait on a une inclusion infinie qui se fait, parce qu'il y a des includes circulaires. Et donc, il y a moyen de faire un pragma once qu'on va voir après, ou d'utiliser des choses qu'on verra un petit peu plus tard. C'est plus simple d'utiliser le pragma once pour dire inclus qu'une seule fois. Si tu vois deux fois les choses, donc j'inclus deux fois le même fichier, tu ne l'inclus qu'une seule fois pour éviter d'avoir des cycles. Alors prenons un peu un exemple sans parler d'inclusion de fichier en fait, le manager et le département. Essayons de voir un petit peu où sont les erreurs. Donc je vous laisse lire, je dis avec vous d'ailleurs. On a une class manager qui a un département qui est de type objet, un string nom, un public manager, donc qui est un constructeur qui va prendre un nom, un département, et on a une liste d'initialisation qui met le nom, le département au département. Et le département a un manager, un string nom, un public département, donc le constructeur, qui a un nom qui prend un manager, etc. Alors il y a plein d'erreurs là-dedans. Ça paraît très cool. En C#, ça compile. En Java, ça compile. En C++, pas moyen que ça marche, il y a énormément d'erreurs. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'on a déjà vues. Il y a des choses, donc C++ est très séquentiel. C'est-à-dire qu'il va aller étape par étape. Et donc, la première chose qu'il va voir ici, la première erreur, c'est dire, manager, dans manager, tu utilises département, je ne connais pas. Et donc, il est utilisé avant d'être déclaré. Et donc, là, il y a une exception. Ensuite, département, ici, n'est pas une référence. Donc, il va avoir une copie implicite. C'est pas très grave, mais vu que c'est pas une référence, il y a une copie implicite. Si la copie est implicite, il va recopier évidemment le département, et en plus, il va la recopier ici, parce que c'est pas une référence. Le manager n'est pas une référence, donc on a une copie implicite. Là, il faut juste faire attention, ce ne sont pas des erreurs. Et ici, dans le main, pour créer un manager, je dois avoir au moins un département. Donc dans le main, pour créer un manager, je dois commencer à avoir un département. Et pour créer un département, je dois avoir un manager. Donc ici, je ne vois pas comment je peux créer à la fois un manager, lui passer un département en paramètres, tout en sachant que pour créer un département, je dois lui passer un manager en paramètres. Donc c'est une boucle infinie comme ça. Donc il faut casser un petit peu ça. Alors comment on peut faire ça? Donc premier problème, c'est que le département n'est pas déclaré avant son utilisation. Donc ça, on a déjà vu qu'on pourrait très bien dire, il y a une classe département. Ok, maintenant la déclaration sans définition de la classe département, on peut l'utiliser. Ok, donc on peut utiliser la classe département. Par contre, pour lui, il dit, ici, tu m'utilises la classe département, c'est très bien, sauf que j'ai pas assez d'infos. Pourquoi j'ai pas assez d'infos? Est-ce qu'il y a un constructeur par défaut? Je ne sais pas s'il y a un constructeur par défaut, et ça m'embête pour le truc qui est ici. Okay, et donc le compilateur va s'arrêter ici en disant c'est gentil, il m'a mis la classe département, sauf que j'ai pas assez d'infos pour ça. Alors, comment on peut s'en sortir avec tout ça? Il faut essayer de trouver des moyens pour ne pas devoir créer des objets. Et un des moyens, c'est d'utiliser des références ou des pointeurs. Ici, par exemple, je vais mettre une référence en disant tu n'as pas besoin de créer un objet. Je vais le créer ailleurs, je vais le créer ailleurs, je vais y arriver, et je vais te passer une référence. Donc, ne t'occupe pas de la création. Donc, ici, il n'est pas content parce qu'il ne sait pas s'il y a un constructeur de base. Et ici, en fait, il est content parce qu'il dit ok, moi, j'ai pas besoin de créer, on va le créer ailleurs une fois qu'il sera connu. Et donc, je peux lui passer une référence. Donc, ici, je vais lui passer une référence. Et donc, ici, je vais lui passer une référence. Donc, normalement, ok, département avec une référence, pas une copie. Donc, maintenant, en fait, je peux commencer à passer vraiment un objet d'ici. Pas besoin de gérer la création de la classe, le compilateur accepte une déclaration, sans définition, ça passe. Donc j'espère que c'est clair pour ça, la différence entre les deux. Donc classe département ici, permet de définir une classe. Lui, il n'est pas content, donc le compilateur n'est pas content parce qu'il ne sait pas s'il y a un constructeur pour département, donc il ne veut pas compiler. Par contre, une référence, il veut bien. Par contre, on a toujours notre problème ici. Donc pour créer un manager, je dois avoir un département et inversement.
Seule solution, créer un département sans manager. Donc je pourrais faire l'inverse, créer un manager sans département, c'est ce que j'ai mis, respectivement manager, respectivement département, et l'assigner après. Mais pour ça, je ne peux pas mettre une référence, parce que si j'avais une référence, je suis obligé de passer la référence ici. Donc je vais être obligé d'utiliser un pointeur. Un pointeur peut être nul. Je peux l'assigner plus tard. Donc la seule solution, c'est d'utiliser un pointeur. Donc ce que je vais faire, par exemple, vu que j'ai déjà résolu mon problème ici, j'ai des références, je vais utiliser maintenant un pointeur. Donc un pointeur peut être nul à la déclaration du département. Donc, quand je vais créer un département, je vais juste lui donner un nom. Je ne vais pas lui donner un manager. Le manager, en fait, je vais mettre un nul pointeur, comme ça je sais qu'il n'y a pas de manager. Ça me permet de créer un département sans manager. Ça, c'est tout simple. C'est juste un département avec un nom. Je peux créer maintenant un manager avec un nom et un département. Le département, c'est quoi? C'est le département que je viens de créer, qui est une référence. Donc, ceci est égal à ceci. En plus, il porte le même nom, mais c'est bien une variable lequel, mais qui est le même nom que ici, le même objet. Il n'y a pas de copie qui va être assigné là. Okay. Ici, maintenant que j'ai fait ça, je peux faire département.setManager et manager, parce que ceci prend donc le manager ici prend un pointeur. Okay, donc un pointeur. Là, encore une fois, ce n'est pas une copie. Pardon, ce n'est pas une référence, donc c'est une copie, mais ici, il va juste copier l'adresse. Donc, il va copier l'adresse de manager dans manager. Okay, et ce qui est normal d'ailleurs, enfin bref, dans manager, et ici, il recopie la valeur de manager dans ThisManager. Donc, en fait, on a maintenant l'adresse vers l'objet manager. Donc, j'espère que c'est clair, ce truc-là. Et maintenant, il faut réussir à splitter. Donc, ici, j'ai vraiment essayé d'avoir le truc le plus clair possible. Donc ça, c'est de la dépendance entre les objets. Quand on a vraiment une inclusion, l'intégration pour les deux. Ici, il faut vraiment réfléchir en se disant, ok, je n'arrive pas à tout faire, il faut qu'il y en ait un qui au moins qui soit nul. S'il y en a au moins un qui est nul, il faut absolument des pointeurs. C'est comme ça que ça marche. Vous n'arriverez pas avec des références. Alors, split des fichiers. Maintenant que j'ai ceci, j'aimerais bien splitter tout ça. Donc clairement, il va avoir une classe manager, on va avoir une classe département. Donc pour manager, il y a le point HPP et le point CPP. Pour le département, il y a une classe, il y a un fichier HPP et un fichier CPP. Et on va avoir un fichier pour le mail. Donc 5 fichiers. Alors, manager. Comment ça va marcher? Manager.hpp, première chose, on va mettre pragma once. Ça permet de dire, si je l'inclus plusieurs fois, alors ne pas réinclure ce fichier, tu l'inclus qu'une seule fois. Donc ça permet de dire, si je fais include manager, include, dans manager, par exemple, je fais un include département, dans département, je fais un include manager, il va revenir ici et dire, ah, je dois le faire qu'une fois, ok, je passe. Ceci est fait automatiquement en C#, c'est pas fait automatiquement en C++. Donc il faut le faire. Donc en clair, vous mettez toujours pragma once dans vos HPP. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je vais avoir besoin ici de département pour définir manager. Donc je pourrais écrire classe département, mais ce n'est pas la meilleure solution, parce qu'en fait, en faisant ça, enfin, on pourrait le mettre, ça fonctionnerait, département, et inclure département à la fin. Il y a moyen de faire ça. Une bonne manière de faire, c'est de dire aussi, il y a une classe manager qui va exister, je vais inclure tout ce que j'ai besoin. Je vais faire pareil de l'autre côté. Classe département va exister, puis je vais inclure tout ce que j'ai besoin. C'est une bonne manière de faire, je pense, il y a plein de manières de faire, mais c'est une bonne manière de faire parce que je peux inclure le reste et il y a déjà la classe département qui existe. Et ici, je mets le reste des méthodes et des attributs, donc manager, donc là c'est vraiment le même code qu'ici, manager c'est une référence. J'ai mon constructeur, mais je ne le définis pas. Ici, pareil, j'ai mes méthodes et mon constructeur, je ne le définis pas, j'ai bien un pointeur. Et dans le CPP, je vais définir, donc ici, il faut que je définisse le constructeur de manager. Manager de point manager, string nom, département et département. Je mets exactement la même chose qu'on avait dans le main. Donc c'est vraiment cette phrase-là avec manager devant pour dire c'est bien dans la classe manager que je suis en train de définir le constructeur manager. J'inclus bien uniquement le manager.hpp. Je n'ai pas besoin d'aller réinclure le département. Donc ça c'est un truc important. Ici c'est bien dans le HPP qu'on va inclure tout ce qui est dépendant, mais pas dans le CPP. CPP, on va inclure uniquement ce qui est le HPP.
Ok. Dans département, j'inclus donc uniquement le département.hpp. Tous les includes se font dans le département.hpp et je vais définir mon constructeur et la méthode setManager qui est ici. Ok. Fichier main.cpp, ben, j'inclus département, j'inclus manager. En fait, je ne suis même pas obligé parce que département va inclure déjà manager, mais bon, c'est une bonne pratique de le faire. Et là, je peux commencer à utiliser mes classes. Donc voilà, donc j'espère que c'est clair, ce truc-là. C'est pas évident. Clairement, dans votre projet, vous allez travailler et il y a l'exercice que vous allez faire donc vendredi et lundi pour les autres que vous avez déjà fait. Mais on va essayer de séparer les classes que vous allez créer durant le labo sur le C++, sur les classes de C++. Donc on va essayer de faire ça ensemble et comme ça, on verra si ça fonctionne. Alors, finalement, les membres statiques. Alors, les membres statiques, c'est quoi? Un membre statique, ben, vous savez, on s'écharpe que c'est un attribut de classe, c'est pas d'objet. Donc, en fait, on a, si vous voulez, par exemple, ici, si on a un entier, vous voyez qu'il faut mettre le mot-clé statique. Statique permet de dire, il y a une seule place, un seul attribut pour tous les objets de ma classe. Et même, en fait, c'est vraiment lié à la classe. Donc, même s'il n'y a pas d'objet dans ma classe, ben, je pourrais parler directement. Donc, déclarer à cet entier. Déclarer avec le mot-clé statique. Statique ici, c'est un... Donc on va le déclarer. Par contre, on ne peut pas l'initialiser. Je suis désolé, c'est comme ça en C++ 11. Ici, il faut juste le déclarer. Et la définition, l'initialisation, ça va se faire en dehors de la classe. Obligatoirement, on doit mettre in person, nombre de personnes égale 0. C'est très moche, mais c'est comme ça. Donc, on le déclare dans la classe. Ah, j'ai oublié de mettre un point virgule en plus ici, c'est pas beau. Bah, je changerai après. Je vais y arriver. Donc, on le déclare et ensuite, on l'initialise. Ok, donc toujours comme ça. Il y a des méthodes qu'on peut avoir statiques aussi. Donc, static int getNB méthode. On peut évidemment donc là appeler cette méthode sur une personne, pas plutôt sur la classe personne en mettant personne de get nombre de personnes. On peut le définir. On peut l'utiliser comme ça. On peut aussi le définir dans le CPP en séparant le point HPP du CPP. Donc ça ne compile pas, ce truc-là. Donc si on fait TIS-H, vu qu'on est dans un contexte statique, on n'a évidemment on ne peut pas accéder à un objet TIS. Okay, mais par contre, on peut utiliser tout ce qui est statique, donc le nombre de personnes est statique. Dans un contexte d'objet, donc non statique, comme la création d'un objet ici ou une méthode, je peux utiliser les attributs. Donc quand je suis dans un objet, je peux utiliser l'attribut statique qu'on a ici, qui est partagé parmi tous les objets. En disant par exemple, à chaque fois que je crée une personne, je fais nb personne plus, et ça me permet de créer, d'ajouter 1 au nombre de personnes créées. Okay, et donc je peux savoir le nombre de personnes créées ici. Voilà, je crois que c'est terminé. Alors on va faire deux choses dans le code. On va voir un petit peu ce que ça donne ici. Voilà. Alors, tout ce qui est statique. Voilà. Donc j'ai pris un autre exemple avec les points. Donc ici j'ai int x, etc. Classe point. J'ai tout mis en privé. Donc j'ai un inc statique void inc nb point qui permet d'incrémenter. Et vous voyez que j'ai ici, hop, c'est mal indenté. Pardon. Donc à chaque fois que je crée un point, je vais simplement utiliser la liste d'initialisation pour dire x est égal à x ici, y est égal à y ici, et je vais incrémenter le nombre de points. J'appelle une méthode statique dans un contexte d'objet, ça, il n'y a aucun problème, c'est l'inverse qui est impossible. Donc inc nb point vient ici, il fait nb point plus, donc il va incrémenter ce nombre de points. Alors il ne faut pas oublier, vu que j'ai une variable statique ici, il faut l'initialiser. Je rigole parce que je trouve ça super moche. À l'extérieur, donc int point de point nb point égale 0. Ok, il faut bien initialiser ici. Et j'ai une méthode statique ici, publique, qui permet d'avoir le nombre de points, qui retourne simplement le nombre de points. Donc si je crée 2 points et que j'affiche les points, bah, vous voyez que je peux mettre point, 2 points, 2 points, get point. Et ça va me retourner 2. Ok. Voilà.
Donc là, il me dit bien qu'il y a eu 2 points, parce qu'à chaque fois que le constructeur a été appelé, j'ai incrémenté cette valeur. Ok. Donc voilà, alors on peut imaginer un destructeur, etc. etc. Quelque chose qu'on n'a pas fait, je vais peut-être vous montrer pour les inclusions multiples. Donc avec le manager et le... Donc ici, j'ai tous les fichiers. Je vais retirer le main.o. Donc j'ai les départements, vous voyez ici, c'est exactement le code que je vous ai montré dans les slides. Le HPP qui est ici. Vous avez le main manager qui est ici. Ok, donc c'est exactement le code. Pour compiler, c'est toujours la même chose. G++, le main.cpp, donc tous les CPP, le département j'en ai besoin aussi, le manager j'en ai besoin aussi, -o, main.o. Et donc tous les CPP, hop, vous les prenez et vous compilez. Et là ça fonctionne, et donc là on peut créer. Bon, évidemment ça ne fait rien dans le main, mais ici on a bien créé un département, et etc. Donc c'est toujours la même chose, c'est on inclut toujours que les HPP et on compile toujours que les CPP entre eux. Ok. Voilà. Voilà, c'est terminé pour la théorie. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment. Je vais vous envoyer tous les codes. Et après on continuera sur la théorie la semaine prochaine pour la suite des classes avec les tableaux, etc. Les allocations dynamiques, les problèmes d'allocation dynamique. Donc il y a plein de choses encore à faire avec les classes en C++.